pas passer. Bonjour et bienvenue dans Politique sur France 24 en partenariat avec Slate.fr et avec moi sur ce plateau son fondateur Jean-Marie Colombani. Bonjour Jean-Marie. Bonsoir Marc. Également sur ce plateau Catherine Tricot, directrice de la revue Regard, Bruno Jeudi, directeur de la Tribune Dimanche. Hello Marc. Et Frédéric Dabi qui est directeur général opinion chez IFOP. Bonsoir. Alors c'était la semaine des grands oraux pour les deux têtes de l'exécutif, en figure libre pour Emmanuel Macron, en figure imposée, contrainte on devrait le dire, pour François Bayrou. Le président était en effet ce lundi en prime time sur TF1 pendant 3 heures pour balayer toute l'actualité internationale, mais aussi et surtout nationale. Un retour dans l'arène politique au moment où son Premier ministre, François Bayrou, est empêtré par son impopularité record et pour son rôle présumé dans le scandale de violence à l'école Notre-Dame de Bétharram, pour lequel il a été auditionné sous serment par une commission parlementaire d'enquête. Alors évidemment, on va commencer tout d'abord par la performance, entre guillemets, d'Emmanuel Macron. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait ce type d'émission. Le score d'audience a été bon, mais on a assisté, Jean-Marie, quand même à un tir groupé contre lui de presque toute la classe politique. Oui, c'est rare d'avoir des moments d'unanimité comme ça, sauf que ce n'est pas une unanimité positive, c'est une unanimité vraiment pour... Ça confinait au Macron-bashing, à la limite, les commentaires d'après, les commentaires généraux des médias et des politiques, bien sûr, mais avant tout des médias. Il n'y a pas eu une voix discordante. Il y en aura peut-être une tout à l'heure, mais pour le moment, il n'y a pas eu de voix discordante trouvant un quelconque mérite à cette émission. Et je crois que la raison en est, en dehors du fait que pour les médias, l'ère Macron, c'est fini. Et donc, il est au bout de son parcours, il reste 2 ans, on ne sait pas trop de quoi vont s'être occupés ces 2 ans, mais passons à autre chose. Et on est presque déjà dans les pré-batailles de la présidentielle. Mais au fond, il y a une logique à ce rejet, c'est qu'on interrogeait Emmanuel Macron comme s'il avait encore le pouvoir. Or, nous ne sommes plus à une période où le président de la République dirige et décide de tout. Nous sommes dans une espèce de cohabitation qui n'en est pas une. C'est un passage, un moment assez hybride, assez difficile à définir. Une cohabitation, c'est on nomme un président, un Premier ministre qui est le chef de l'opposition et le président continue à présider, mais dans un rapport de compétition avec le Premier ministre. Là, il n'y a pas cela. Il y a un lien très particulier et difficile à définir entre Emmanuel Macron et un Premier ministre qui n'était pas de son camp, mais qui était un de ses soutiens, et un de ses soutiens majeurs, puisque sinon il ne se retrouve pas en position de Premier ministre, alors même que le président a perdu les élections. Donc cette situation-là qui est bizarre et qui fait que le président est quand même dessaisi de beaucoup de choses, sauf évidemment sur la scène internationale et en matière de défense. Donc il y a ce contresens de départ. Après qu'Emmanuel Macron veuille établir son bilan, je pense que sur cette intention-là, il a raison, parce que s'il doit y avoir une postérité politique pour Emmanuel Macron, elle ne peut pas se passer d'un bilan, d'un regard au moins en partie positif sur ce qui aura été fait. Ce d'ailleurs dont souffrait encore aujourd'hui François Hollande, c'est le fait que les socialistes, parce qu'ils étaient dominés et contrôlés par les frondeurs, n'ont jamais voulu faire un bilan de l'ère Hollande. Et donc, sans bilan, d'ailleurs, les socialistes se retrouvent sans boussole. Donc, sur le plan de vouloir préparer une postérité politique à partir d'un bilan qu'il a commencé à façonner, de ce point de vue-là, la démarche est logique et cohérente. Alors, vous avez été désigné volontaire par Jean-Marie pour émettre un avis favorable. Vous, ça vous a plu, cette émission? On a dit que c'était long, il n'y a pas eu d'annonce. On a parlé de référendum. Pour l'instant, c'est très, très vague. Non, moi je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un référendum, je n'y ai jamais cru. Il n'a pas du tout le rapport de force, les moyens politiques pour conduire un référendum. Il n'a pas fermé la porte quand même. Oui, mais il n'y en aura pas. Enfin, franchement, je me donne mon billet qu'il n'y aura pas de référendum, parce que s'il fait un référendum sur une petite histoire comme je ne sais pas quoi, moi... mais bon, on verra. Mais moi, je mets un billet qu'il y en aura un, vous verrez. Moi, je mets un billet qu'il y en aura... S'il y en a un, il n'aura aucun... Moi, j'en mets pas. Il n'aura aucun effet politique positif au sens où il peut consulter... Vous oubliez un sujet. Il y a peut-être un seul référendum qu'Emmanuel Macron peut gagner, et c'est sans doute celui qu'il fera, si ça bloque, comme il l'a dit,
Sur la fin de au vie Sénat, c'est la fin de vie. Moi, je pense, en tout cas, je ne souhaite pas un référendum sur la fin de vie. Alors franchement... S'il y a un sujet qui est en tous les cas du niveau du référendum, c'est... moi, je trouve que ça ne se règle pas en référendum. Pour moi, ça n'est pas possible de régler un problème de cette importance, de cette gravité, par oui ou par non en référendum. Bon, bref, je ne crois pas, je pense que ça touche... À l'Assemblée, c'est pour et contre. Hein, donc, oui, que les Français aient le droit à oui et non. Non, à l'Assemblée, c'est pas pour et contre parce qu'ils fabriquent la loi. Ils déterminent les conditions. Oui, mais au final, c'est pour et contre. Non, au final, c'est pour et contre avec un sujet sur lequel ils ont moyen de peser dans la définition. Mais... Moi, je suis d'accord sur ce point avec Catherine. Avec Catherine, pardon. Et moi, avec Bruno. Parce que si vous voulez, le propre du référendum, c'est conforme à l'ère du temps, c'est de simplifier quelque chose qui est très compliqué. Je ne dis pas que c'est pas compliqué. Le rôle du Parlement dans une démocratie parlementaire, dans une démocratie représentative normalement constituée, c'est de se saisir de cas complexes et de résoudre cette des référendums complexes, il y en a eu. L'histoire en est remplie. Le projet de loi constitutionnelle en 2005 était quelque chose d'extrêmement complexe. Mais c'était pas un projet de loi constitutionnel, c'était en fait un amendement au traité. Bon, Frédéric, en tout cas, là, le référendum, c'est d'essayer d'aller à la simplification, là où il faut respecter un minimum de complexité. Il m'a squeezé, parce que du coup, j'ai pas dit ce que j'avais à dire. Non, je vais le dire quand même juste en un mot ou deux mots. Moi, j'ai bien aimé le format de l'émission parce que j'ai trouvé qu'il y avait des personnalités qui tenaient debout face à Emmanuel Macron. Ce n'était pas des Français lambda intimidés par un président, ce n'était pas des journalistes qui posent une question puis passent à la suivante, etc., sans rebondir et sans aller chercher. J'ai trouvé que... et ce n'était pas non plus des politiques qui, parfois, sont un tout petit peu verbeux. Donc moi, j'ai trouvé que le fait de mettre des gens engagés sur des sujets face au président, j'ai aimé. Je me suis dit qu'il avait démontré son engagement, sa conviction profonde. Il n'a pas convaincu. Je ne crois pas qu'il ait convaincu l'autre soir, mais il lâche rien. Frédéric. Déjà, je vais déconstruire la portée d'une émission comme celle-là, aussi réussie soit-elle en termes de format, aussi originale, comme l'émission de Mourouzi en 84-85, face à François Mitterrand, étaient des émissions très réussies. Ça n'a rien changé à la situation d'impopularité du président socialiste à cette époque et d'Emmanuel Macron. Je voudrais aussi réagir sur ce qu'a dit Jean-Marie. Pour les journalistes, l'ère Macron, c'est fini. Erreur funeste, erreur totale. On n'est pas... journalistes. Des journalistes. Non, pas Jean-Marie. En tout cas, c'est un contresens pour être un peu moins fort. On n'est pas dans la situation d'un Mitterrand de 94-95 ou d'un Jacques Chirac de 2006-2007 avec l'international, avec l'inquiétude des Français là-dessus, avec l'idée pour les Français que ce qui se passe dans le bureau ovale, en Ukraine ou ailleurs, peut avoir des impacts sur leur vie. Le président pourrait être, même au cœur de la campagne, en cas de crise très grave. C'est parce qu'il avait repris la parole de manière formelle. On est dans ce moment-là. Comme Jean-Marie, je pense qu'il y avait un éléphant dans la pièce au cours de cette émission que personne n'a vu, c'est la situation de blocage parlementaire qui fait qu'un président, et on était dans une sorte de fiction, il a été interrogé comme ses prédécesseurs, qu'allez-vous faire sur ce point, qu'allez-vous faire sur... C'était un président impuissant, comme un Premier ministre, François Bayrou, impuissant. Je rappellerai que la grille de lecture, depuis des mois, depuis le 7 juillet, associée à Michel Barnier, puis à François Bayrou, c'est l'inaction. Il ne se passe plus rien. Il y a une sorte d'éclipse du politique. Ce n'est pas à l'échelle nationale qu'il se passe des choses. Maintenant, sur le référendum, je pense comme Bruno que le seul référendum gagnable, c'est la fin de vie. Puisqu'un référendum, c'est très bien, très souvent, il est happé par les Français pour donner un quitus ou rejeter fortement le président de la République. Or, la fin de vie, on l'a encore vu dimanche dans un sondage IFOP pour l'ADMD qui a été publié dans la Tribune, que c'est le sujet sur lequel... Ce que veulent les Français, quelle que soit leur génération, leur catégorie sociale, leur appartenance religieuse et leur proximité politique, et ce que propose actuellement le législateur, c'est le sujet sur lequel il y a le hiatus le plus fort. Les Français veulent que ça bouge et soutiennent entre 70% et 75% l'aide à mourir, même les médecins, puisqu'on disait que les médecins étaient plutôt rétifs. Et c'est un sujet qui symbolise l'impuissance des politiques, parce qu'on en parle depuis des années, et que l'affaire n'est toujours pas tranchée dans un sens ou dans un autre. Et c'est pour ça qu'à mon avis, Emmanuel Macron a une carte à jouer. Et d'ailleurs, lui-même a évolué pour la première fois. C'est pour ça que j'ai trouvé que l'émission était réussie au moins sur 2 points. D'abord, je
pense que c'était nécessaire sur la situation internationale. Et si l'émission a fait un score, c'est parce que l'international aujourd'hui intéresse les Français, quoi qu'on en dise, même si c'était long, même si on peut critiquer le questionnement, tout ce qu'on veut. Moi, je pense qu'on a toujours besoin d'entendre des choses claires sur l'international quand la guerre frappe à nos portes. Et la deuxième chose, s'il y a eu un point, Macron, sa deuxième partie, il avait beaucoup de mal parce qu'il est empêché. Mais il y a un point où il clarifie, c'est la première fois, c'est la fin de vie. Pour la première fois, il dit il faut voter ce texte. Jusqu'à présent, il ne l'avait jamais dit. Ça n'a pas du tout été relevé. D'ailleurs, il y a même des politiques qui viennent sur les plateaux et qui disent on ne sait pas ce qu'il pense. Mais le problème, c'est qu'il ne l'écoute plus. À force de le critiquer, il ne l'écoute plus. Il a dit il faut voter ce texte. On ne peut pas être plus clair. Il dit si le texte est bloqué et sous-entendu au Sénat, alors on passera au référendum. Et sans doute, on va dans quelques jours fêter ou commémorer, ça dépend de vote, le 20e anniversaire du 29 mai 2005, du traité sur le constitutionnel, la Constitution européenne, le dernier référendum hexagonal national. Et c'est vrai qu'il y a eu un débat, une campagne passionnante, 70% de participation versus 70% d'abstention pour un sujet technique en septembre 2000, le passage du septennat au quinquennat. Sans doute, un référendum sur la fin de vie, je fiche mon billet comme vous l'avez dit. Et je suis étonné que Catherine et Jean-Marie disent c'est trop complexe pour les Français. J'ai pas dit ça. Non, vous disiez ça. Non, pas pour les Français. Je pense chacun le sujet est doit faire complexe. ce qu'il a à faire. Mais il y aura sans doute le oui qui sera motivé par une série de choses. Mais en tout cas, c'est le sujet sur lequel les Français veulent que ça bouge. La loi Claes-Leonetti, quand elle est connue, est une loi rejetée. Non, mais moi, je pense qu'il faut que ça bouge. Mais le problème, c'est qu'à passer par un référendum, on vous demande une position qui est... qui n'a aucune... convention citoyenne. Non, mais moi, il y a eu un projet de loi qui est tombé à l'eau à cause de la dissolution. Bruno, il y a une proposition de loi. Ne présumez pas dans mon propos que je connais votre contre. position, Catherine. Donc, je la connais. Mais je suis étonné que vous pensiez qu'un référendum ne puisse pas... Parce que s'il n'y a pas de référendum, si ça bloque, ce ne sera pas tranché d'ici 2027. Non, mais si ça bloque, c'est ça la vérité. On comprend qu'il fasse un référendum, ça c'est clair. Comment ? Si ça bloque, on comprend qu'il fasse un référendum. Donc ça terminera comme ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il y aura un référendum. Mais ce qui était gênant, c'est que, et au fond c'est une des raisons du consensus qu'il y a eu contre lui, c'est que l'Élysée avait fait fuiter depuis tant de jours et tant de semaines l'idée que attention, le président va lancer des référendums, vous allez voir ce qu'il va annoncer, il va annoncer des référendums. Sur ce point-là. Et de ce point de vue-là, le seul truc qu'on apprend et qui est très important, c'est sur la fin de vie, en effet, quand il dit ça peut être utile pour débloquer une situation. Et je dirais accessoirement, mais peut-être que c'est pas l'objet, accessoirement, je trouve quand même que poser sur la table l'idée d'une conférence sociale et... Oui. En creux, remettre sur la table la question de la TVA sociale, c'est un débat important. Oui, tout à fait. Et que là, il ouvre quelque chose qui est important. Et c'est du niveau du président. Maintenant, c'est au gouvernement s'il s'en empare, c'est aux partenaires sociaux de s'en emparer. Il y a la question du financement du modèle social. Franchement, elle est devant nous. Il a ajouté aussi le sort de regrouper toutes les prestations sociales en un seul versement. Et Bruno Retailleau défend que ça ne puisse pas excéder au total 75% du SMIC. Ce qui serait... 70 du côté de Vauquier. 70, 75, du côté de Vauquier. C'est ça. Ce qui serait véritablement catastrophique pour beaucoup de familles qui ont besoin de l'APL et de la CAF, Pour le coup, c'est ce qu'on appellerait une politique antisociale. Clairement. Donc il a quand même lâché ça et en effet, ça n'a pas été relevé. C'est passé crème comme le reste. Alors, il y a des choses qui se sont dites. Oui, alors des choses qui se sont dites, c'était hier à l'Assemblée nationale, plus de 5h30 d'audience pour le Premier ministre François Bayrou, qui était interrogé au sein de la commission d'enquête parlementaire sur les violences dans les établissements. On regarde un petit résumé et on en reparle ensuite. 5h30. Moment libérateur. Voilà les premiers mots de François Bayrou après 5h30 de questions sur les violences à Bétharab. On a eu là pour la première fois la possibilité d'apporter non pas des dénégations, non pas des arguments, mais des preuves. Il est 17h hier lorsque le Premier ministre s'installe face au co-rapporteur de la commission, dont l'insoumis Paul Vannier. Je le jure. À ses côtés, 2 livres dont La Meute, qui dénoncent les méthodes de fonctionnement de LFI. Très vite, le ton monte. Il s'agissait d'une chose, pardon de parler un peu trivialement, il s'agissait de me coincer pour m'obliger à démissionner. Une attitude que dénonce la présidente de la commission d'enquête. Je l'ai trouvé confus, imprécis, parfois même grossier et un peu plutôt agressif à notre égard.
Hier soir, François Bayrou maintenait qu'il n'avait pas eu d'autres informations sur les violences à Betaram, autrement que par la presse. Alors ce jeudi matin, les membres de la commission ont de nouveau parlé à la presse, notamment le co-rapporteur qu'on a vu dans ce sujet LFI, Paul Vannier, on lui a posé la question, est-ce que François Bayrou vous a menti? On l'écoute. Est-ce que le Premier ministre a menti? Oui, à plusieurs reprises, ici, à l'Assemblée nationale, dans plusieurs déclarations publiques qu'il a assumées depuis maintenant 2 mois. A-t-il menti hier soir sous serment? Il est pour moi trop tôt pour le dire. Jean-Marie, c'est vrai que ça a été une audition très longue, c'est un sujet à la fois personnel et politique pour François Bayrou. Il a été en effet assez combatif. Certains ont dit qu'il a voulu noyer le poisson. Est-ce que, d'après vous, il s'en est bien sorti de cette épreuve? Je ne sais pas, parce que c'est une affaire très difficile. Il est très difficile de se prononcer tant le dossier est précis. Il faut se plonger dans des années en arrière pour étudier les déclarations des uns, des déclarations, ce qui pouvait être su dans la presse, ce qui ne pouvait pas être su. Donc si vous ne suivez pas ça au millimètre, on est complètement perdu. Donc la séance d'hier a ajouté à la confusion d'une certaine façon. Et ça a été une séance totalement politique. C'est-à-dire François Bayrou a fait de la politique, il a essayé d'en renvoyer dans ses cordes le rapporteur en expliquant qu'il avait falsifié ou mésinterprété ses propos. Et de son côté, le rapporteur en tient pour quelqu'un qui dit des mensonges, ainsi de suite. C'est une histoire très grave parce que ce dont on soupçonne François Bayrou, in fine, c'est d'avoir masqué ou contribué à cacher des crimes de pédophiles, donc de la pédocriminalité. Il s'en est indigné, parce qu'il était à la fois élu local, ministre de l'Éducation. Il y a matière à s'indigner. D'ailleurs, je regardais, je crois que c'est dans le journal L'Opinion, il y a le témoignage du père d'un enfant qui a été violenté à Betaram. Et ce père disait, mais de toute façon, François Bayrou ne pouvait pas ignorer les choses. Et le même qui dit, François Bayrou ne pouvait pas ignorer les choses, dit, moi-même, j'ai découvert cela il y a 1 an ou 2 ans, quand mon fils m'en a parlé, je suis tombé de ma chaise, je me culpabilise depuis. Donc, lui qui est dans la même, en gros, dans le même paysage que François Bayrou, constatait que c'était très difficile Alors, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que l'argumentation en défense serve au fond à l'abri du contexte, à l'abri du renvoi à ce que l'on pensait être l'esprit public dans ces années-là. C'est-à-dire il y a 30 ou 40 ans, il ne faudrait pas que ça vienne en appui d'une défense qui ne serait pas raisonnable, parce que ce sont des crimes. L'esprit du temps a heureusement changé. Ce sont des crimes que l'on doit poursuivre, que l'on doit mettre à jour et ainsi de suite. Prescrit. Voilà. Oui, mais Catherine, vous voyez faire non. Et moi, je crois vraiment à la thèse politique de François Bayrou n'est pas fausse non plus. LFI se sert de cela pour pousser le Premier ministre à la démission. Ça aussi, c'est le spectacle politique, c'était celui-là. Non, je dirais non à 2 titres. Le premier, c'est que François Bayrou a commencé son audition en disant ma fille est née, c'était il y a 40 ans, et mon dernier, c'était il y a 25 ans. C'est-à-dire qu'il a fait comme si la personne qui était auditionnée, c'était le père. Ce n'était pas le père qui était auditionné. Celui qui était auditionné, c'était le responsable politique. Et en ce sens, il n'est pas comparable à l'homme dont vous avez lu le témoignage dans l'Opinion. C'est-à-dire que ce monsieur est découvert il y a 2 ans est une chose, François Bayrou, pas du tout. Et d'ailleurs, ce que l'on a bien compris, et je pense qu'en ce sens, Paul Vannier est légitime quand il dit François Bayrou a menti. Tout le monde sait que François Bayrou a dit « je ne savais rien des violences et encore moins des violences sexuelles ». Or, il reconnaît hier qu'il le savait par la presse. Il ne l'avait jamais dit. Là, il dit bien « oui, je savais ». Et d'ailleurs, il le savait tellement qu'il avait demandé une inspection. Donc, il le savait. Inspection qui ne parle que des violences physiques. Les violences sexuelles, ça vient plus tard. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne peut pas dire... C'est pas pareil, parce que l'accusation, c'est de pédocriminalité. Dans un premier temps, ce sont des violences physiques qui sont relevées. Là, il y a les deux. Il y a la violence qui était systémique comme mode d'éducation et de surcroît des violences sexuelles. Mais il y a quand même aussi la question les 300 témoignages qu'on a désormais sur ce qui se passait à Betaram. C'est pas 300 viols quand même, hein. C'est 300 personnes qui ont eu à subir des violences sexuelles absolument incroyables. Et d'ailleurs, que François Bayrou continue, moi c'est ça qui me paraît pas bien du tout, c'est que François Bayrou
n'a aucunement pris la mesure de ce qui s'est passé. Il n'a délivré aucun message politique hier. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout eu la position de quelqu'un qui, même à la limite, explique pourquoi je n'ai pas compris et qu'est-ce que je comprends aujourd'hui, ce qui serait la position d'un homme politique. Ce n'a pas été sa position du tout. Oui, et dernière chose, tout petit dernier truc, sur la question du procès politique. Moi, je trouvais ça très choquant que François Bayrou vienne avec le livre La Meute. Parce que c'est lui qui donne le signal. C'est un livre qui critique le système Mélenchon, absolument, pour résumer. Mais qui donc n'avait rien à faire avec le sujet de la commission d'enquête qui portait sur l'action publique en la matière. C'est lui qui vient et qui donc donne le signal « je vais me mettre sur ce terrain-là ». Il n'a pas tort de penser que Paul Vannier veut se mettre sur ce terrain-là, mais lui, il arrive en disant « ok, on y va, allez, œil pour œil, dent pour dent ». Chacun ses armes. Moi, je trouve que les commissions d'enquête parlementaires ne doivent pas devenir des commissions inquisitoriales. Oui. Et en fait, hier, c'était ça. Hier, c'était de l'inquisition. C'était pas une commission d'enquête parlementaire. Elle fait le point sur ce qui dysfonctionne. C'est pas une commission qui se saisit d'abord d'une affaire judiciaire. Il y a une enquête de justice pour ça. Et hier... Désolé, en cours, d'ailleurs. Les 5h30, c'était un peu une garde à vue en direct à la télévision de François Bayrou. C'était quand même ça, hier, le climat. Et d'ailleurs, à un moment, c'était même très étonnant de voir que la présidente et la co-rapporteur étaient quand même, j'allais dire, faisaient un peu figurante et que c'était uniquement Monsieur Vannier, Monsieur Bayrou qui parlait, et Monsieur Vannier qui parlait comme un opposant politique qui était bien déterminé avec ce sujet à faire tomber le Premier ministre. Et d'ailleurs, ce matin, il juge nécessaire de refaire un point presse pour dire il a menti, donc ça permet aux télévisions de dire tout, il a menti, et en fait, il a menti. Je n'ai pas les moyens de dire aujourd'hui s'il a menti hier sous serment à la commission d'enquête. Donc tout est pris pour essayer de mettre François Bayrou dans cette situation-là. C'est vrai que François Bayrou, du coup, il est venu avec les livres et il a cité La Meute, qui est effectivement un livre qui n'est pas très sympathique pour la France Insoumise, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a attaqué Mediapart aussi. Oui, bien sûr. Donc je pense que, de toute façon, dans un sens ou dans l'autre, que François Bayrou fasse de la politique pour se défendre et que Paul Vannier fasse de la politique pour attaquer François Bayrou, à l'arrivée, tout ça, et moi j'entends ce que disent les victimes disent ce n'est pas notre affaire, ça ne fera pas avancer l'affaire Betaram de faire tomber François Bayrou. Les victimes, comme Alain Esquer, qui est le président des victimes de Betaram, disent mais tout ça, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'enquête judiciaire avance. Et M. Vannier ne sert pas à faire avancer l'enquête judiciaire. Il sert juste à faire tomber, si tant est qu'il puisse y arriver, François Bayrou. Oui, je partage ce que dit Bruno. Il y a une stratégie claire de la France Insoumise de faire turbuler le système. En décembre-janvier, c'était Macron doit démissionner. Quelques sondages, pas ceux de l'IFOP, avaient été commandés et diffusés pour montrer cela. Maintenant, c'est faire tomber le Premier ministre. Il y a une commission d'enquête sur les élections où les instituts de sondage ont été convoqués. Et toutes les questions, ou presque, ont tourné autour du score de Jean-Luc Mélenchon aux différentes élections présidentielles. Donc effectivement, il y a une dimension politique maintenant de ces commissions d'enquête. On l'avait vu un petit peu sur celle de l'audiovisuel. Maintenant, François Bayrou est un Premier ministre extrêmement impopulaire, avec une image extrêmement dégradée. Mais aujourd'hui, ici et maintenant, le cœur de cette impopularité, je le disais, c'est l'inaction. C'est-à-dire qu'un Premier ministre est là pour, je dirais, respecter la promesse du politique, à savoir transformer le quotidien des concitoyens, résoudre des problèmes, changer la vie, la fameuse antienne mitterrandiste, socialiste des années 70, c'est absolument pas le cas. Et comme le dit Bruno, c'est exactement ça. On a vu un affrontement politique, on n'a pas vu, comme au moment de l'affaire du père Prénat, la défense des victimes. Les politiques se sont parlé entre eux. Ou l'affaire Outreau. L'affaire Outreau et la commission d'enquête remarquable de l'affaire Outreau. Était absolument remarquable. Elle a été menée de manière extrêmement fine, sans accabler ce juge. André Valigny le méritait un petit peu, si je puis dire, à titre personnel. Mais c'est vrai qu'on a eu, une fois de plus, et c'est le cas depuis le 7 juillet, une classe politique qui, contrainte et forcée, pour créer des majorités, pour voter des textes, pour ne pas tomber quand on est chef du gouvernement, ne se parle qu'à elle-même. Alors, justement, on va rester sur les sondages, sur un sondage que vous avez mené, sondage IFOP fiducial pour Le Figaro et Sud Radio. Alors, vous avez dressé une liste de 34 présidentiables, 34, je pense, pour 2027, et vous avez posé aux Français 2 questions. 1, souhaitez-vous que cette personne soit candidate ? 2, pensez-vous que cette personne sera candidate ?
Alors, il y a eu une première vague en février, une deuxième vague ces derniers jours. Et entre-temps, évidemment, s'est passé quelque chose. Il y a eu un jugement qui rend, pour le moment, Marine Le Pen inéligible. Et là, c'est vraiment instructif, parce que quand on regarde, le souhait des Français, Jordan Bardella, Marine Le Pen, sont ex-aequo avec plus de 40%, devant Édouard Philippe, Bruno Retailleau et beaucoup plus loin Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, quand on observe le pronostic, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Jordan Bardella, 69%, en progression de 9 points par rapport au février. Marine Le Pen, 53%, une chute de 21 points. Tout à fait. Vous avez bien présenté cette enquête. Ce n'est pas une intention de vote. On est dans une élection présidentielle de 2027, comme celle de 95, de 2007, de renouvellement. L'offre électorale est très incertaine. Je rappellerai qu'en 2006, on avait testé avec Paris Match 7 prétendants socialistes quelques mois avant l'élection présidentielle et la première fermée du PS. C'est vrai qu'on voit très bien l'impact assez dévastateur du procès, du verdict qui a touché Marine Le Pen et le RN. Il y a toujours un temps de digestion dans l'opinion publique, ça n'impacte pas comme ça. On voit que sur le souhait, Marine Le Pen reste à un niveau élevé, à droite, bien sûr, dans son cœur de cible. Mais sur le pronostic, c'est est-ce qu'elle ira finalement au bout? Il y a une question qui devient de plus en plus peut-être une certitude. Elle sera sans doute empêchée. 53% des Français, 85% des sympathisants RN, c'est une chute forte par rapport à l'enquête précédente. Et on voit petit à petit Jordan Bardella, qui n'est pas qu'un numéro 2, c'est le numéro 1 du RN, c'est celui qui a mené le RN en campagne aux européennes et aux législatives, peut-être devenir, avec beaucoup de prudence, une sorte de candidat naturel pour les Français du RN, vu que de plus en plus s'installe l'idée qu'elle ne pourra pas concourir en mars et avril 2027. Alors, il y avait eu aussi des polémiques. Ça a agité les sondages qui ont été commandés. On voyait apparaître Jordan Bardella et non pas Marine Le Pen, parce qu'il y a un malaise au sein du RN, visiblement. Il y a sans doute un malaise qui est même de la prise de parole de Marine Le Pen du 31 mars, lorsqu'elle qualifie Jordan Bardella de formidable atout, mais qu'il ne faut plus utiliser qu'en dernier recours. Elle partait, je répète, du numéro 1 du Rassemblement national. Maintenant, ce n'est pas mon affaire, ces querelles et ces tensions au sein du Rassemblement national, mais quand on se souvient de Le Pen-Maigret, quand on connaît l'histoire du FNRN, sans doute ça va se terminer déjà par des entourages, et on voit des entourages marinistes qui commencent à taper de plus en plus fort Jordan Bardella, mais en tout cas, pour les Français et pour l'électorat potentiel ou acquis du RN, que ce soit Marine Le Pen ou Bardella, en termes de souhait, c'est toujours cette alternative. On ne les a jamais essayés, c'est leur tour, ils ne feront pas pire que les autres. Mais en pronostic, commence à s'installer l'idée que Marine Le Pen aura des difficultés à être candidate. On parle quand même de la triple candidate à la présidentielle. Et la favorite, donc Jean-Marie. C'est vrai qu'on se dit c'est les médias, c'est les politiques qui parlent de ça, mais on voit que dans l'opinion commence quand même à s'installer le plan B. Ça a marqué. Et Frédéric vient de prononcer le mot alternative. Alternative, ça nous amène à alternance. Et ce qui est frappant à travers tous ces sondages, c'est qu'il y a pléthore de candidats, de candidatures autour de Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Et donc on est dans une situation où il y a une alternance possible avec le Rassemblement national, et en face, il y a dispersion maximum. Je ne parle pas de la gauche, qui est encore pire que le reste. Il y a Édouard Philippe qui se dégage. Alors, Édouard Philippe peut-être, mais le problème, c'est qu'il n'y a qu'une place. Parce que de tout cela, on peut tirer la certitude que Marine Le Pen ou Jordan Bardella seront présents au second tour. Donc, qui peut s'opposer à l'un ou à l'autre au second tour? Pour le moment, on ne voit personne. On voit surtout, encore une fois, une expansion indéfinie du nombre des candidatures. Et donc ça, c'est une situation qui est en train de se créer, qui objectivement facilite l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Sauf que il y a peut-être il y a 2 ans, mais en 2 ans, est-ce qu'un Édouard Philippe peut être rassemblé suffisamment au centre du paysage? Est-ce que la droite ne va pas continuer de s'éclater en divers leaders? Est-ce que la gauche va enfin trouver une incarnation à la gauche dite de gouvernement? Ou est-ce qu'on va, ce qui est la conviction de Jordan Bardella d'ailleurs, est-ce qu'on va avoir un second tour Bardella-Mélenchon? En tout cas, c'est ce que l'on peut déduire des chiffres qui nous sont annoncés là. Ouais, mais c'est vrai quand même que Jordan Bardella a fait quelques déclarations où il semblait s'avancer. Enfin, on sent quand même, je ne sais pas si c'est un facteur de tension ou c'est une stratégie
bien établi qu'au sein du RN, les choses ont bougé parce que dans l'opinion, ça a bougé. 20 points, c'est pas rien. Enfin, Frédéric, je pense que votre contrôle. Moi, c'est énorme. À l'intérieur du Rassemblement national, moi j'entends aussi que ça s'aiguise. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les uns et les autres, c'est qu'en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que la candidature de Jordan Bardella, quand bien même elle serait haute aujourd'hui, la crédibilité qu'un jeune homme de 29 ans ou de 30 ans accède au pouvoir, à l'arme nucléaire dans une période aussi compliquée, je pense que ça va, c'est pas fait. C'est pas encore fait que les électeurs, c'est pour ça que Marine Le Pen avait une chance, et que Tanguy dit, en fait, en voulant pousser... Jean-Philippe Tanguy, merci, j'aurais oublié son prénom. Jean-Philippe Tanguy, donc, qui est député de la Somme, dit, RN, dit en mettant Bardella en avant, on nous vole notre victoire. Parce que je pense qu'il y a un certain nombre de députés et de dirigeants RN qui pensent que Bardella ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Donc, est-ce qu'il sera au second tour? Vous avez l'air de le considérer comme acquis. Oui. Moi, je ne le crois pas comme acquis. Et je pense d'ailleurs... Personne n'est présent au second tour. Oui. Et je vais dire pourquoi est-ce que je ne le crois pas comme acquis. Je pense que c'est la stratégie qui pousse Retailleau toujours plus près des thèses de l'extrême droite pour récupérer, déshabiller le Rassemblement national. Et peut-être que ça ne marchera pas, mais en tout cas, c'est sa stratégie. On ne refait pas du Sarkozy tant d'années après. Il ne fait pas tout à fait du Sarkozy. Mais ce sera mon dernier point. Moi, j'ai noté, j'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure à propos de l'intervention d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a un candidat, Emmanuel Macron, c'est Gérald Darmanin. Et Gérald Darmanin, c'est celui qui peut rassembler ma position. Et quand vous l'avez écouté, quand vous l'avez écouté l'autre jour, c'est le seul qui a été cité plusieurs fois positivement. Et pourquoi ? Il y a d'autres qui ont été cités. Et pourquoi ? Parce que Darmanin, il est à la fois l'héritier. Qui est assez rare. Il est à la fois un héritier bien sage, c'est-à-dire qu'il n'a pas les velléités d'indépendance d'un Édouard Philippe, et par ailleurs, il reste compatible avec les LR. Or, je vais vous dire un truc, ils ont un problème. Si c'était vraiment son héritier, il l'aurait nommé ministre des Affaires étrangères, ce qu'il n'a pas fait. C'est le signe qu'il n'a pas toute la confiance que vous pensez dans Gérald Darmanin. Sur le RN, ce qui se passe au RN, parce que après, ce qui se passe pour le RN. Je partage un peu ce qui a été dit par Jean-Marie et Frédéric, avec un bémol peut-être s'agissant de Bardella, c'est que je crois qu'aujourd'hui on est quand même sur une candidature avec des scores fictifs. C'est-à-dire que les Français, pour l'instant, remplacent Marine Le Pen. Finalement, les sondeurs leur proposent une autre candidature que Marine Le Pen. Et c'est donc Jordan Bardella, naturellement. Mais je pense que les Français, ils vont décanter ça. D'abord, ils sont en train d'éliminer eux-mêmes Marine Le Pen, parce qu'ils savent lire la politique, ils suivent ça, et ils voient bien que les mêmes causes vont produire les mêmes effets, donc que Marine Le Pen ne pourra pas être candidate pour la 4e fois. Ensuite, il sera temps de réfléchir dans le camp de l'extrême droite qui sera le candidat. Jordan Bardella le sera sans doute. Il sera poussé aussi par des médias qui ont vraiment envie d'imposer cette ligne-là. Il y a un groupe de médias qui pousse. Comment ? Il y a un groupe de médias. Oui, c'est ce que je dis. Il y a un groupe de médias qui pousse clairement et qui va pousser pour Jordan Bardella, qui, contrairement à Marine Le Pen, est à la fois sur les thèses traditionnelles de l'extrême droite sur la sécurité et l'immigration, et en même temps beaucoup plus libérale que Marine Le Pen, qui est plutôt dans la tradition nationaliste étatique. Oui, étatique, quoi. Et c'est vrai qu'il faut voir ce que ça donne vraiment Jordan Bardella comme candidat à la présidentielle. Et là, je rejoins Catherine. Moi, je doute que les Français mettent tous leurs pions sur quelqu'un de 32 ans. Il y aura déjà eu l'expérience Emmanuel Macron. Vous savez, c'est des cycles. Et là, on va revenir, à mon sens, sans doute vers un cycle. Non, pas un vieux président, mais un président plus expérimenté. Macron avait un peu plus d'expérience que Bardella, quand même. Enfin, je veux dire, Macron, il avait été ministre. Bien sûr. Mais il était très jeune, 37 ans. Oui, j'entends même, il avait de l'expérience. Bardella, il a quoi comme expérience à part apparatchik ? Il faut que je vous arrête parce que c'est l'heure de la politique sur les réseaux. Ouais. On répondra la prochaine fois à Catherine. C'est donc l'heure de Véronique Rey, voilà. Directrice de Backbone Consulting. Alors évidemment, on a beaucoup parlé de l'intervention d'Emmanuel Macron, donc on va faire pareil, mais différemment. Via les réseaux sociaux, voilà. On va regarder est-ce que les gens en ont parlé. Donc on va commencer par Macron 20h10, qui était la consigne sur les réseaux sociaux pour pouvoir commenter. Les volumes, vous dites, c'est pas mal, 630 000. Donc on a regardé entre le 13 mai 19h et aujourd'hui 16h. En fait, si je le mets en perspective sur la dernière prise de parole, qui n'avait duré que 20 minutes, alors que là on est en train de parler de 630 000 sur une intervention qui a duré plus de 3 heures,
mais il y en avait 900 000 à l'époque, donc on peut dire que c'est quand même un succès relativement mitigé d'intérêt, en tout cas. Après, sur ces 630 000, quand je regarde ce qui s'est dit, en fait, le contenu, vous avez d'un côté des soutiens qui soulignent la prestation qui était très claire et qui s'en félicitent. Vous avez des opposants qui s'opposent, qui disent que voilà, il était dans le satisfecit. Mais globalement, quand on regarde les messages, il y a le vent qui apparaît, il y a du blas, voilà, les gens disent mais pourquoi ? En fait, si je résume ce que je pouvais lire le plus souvent, le mot qui ressortait le plus, c'était pourquoi ? Pourquoi faire son bilan maintenant ? Pourquoi 3 heures ? Pourquoi, voilà, même si le bilan, j'ai bien compris que c'était nécessaire, mais les gens se posaient plus la question de maintenant. On est en 2025, donc on a un peu le temps pour se poser ces sujets-là. Comme Frédéric le faisait remarquer, il y avait beaucoup de gens qui disaient, mais en même temps, comme il n'a pas les moyens, il n'a pas de majorité, donc il ne peut pas avancer, donc pourquoi venir nous voir parce qu'il ne peut pas faire grand-chose. Et puis beaucoup de pourquoi sur le référendum qui avait été préannoncé, qui était, voilà, en disant c'est pas très clair. Donc voilà. Après, il y avait quelque chose d'assez intéressant, au-delà de... Donc globalement, les gens n'ont pas trop compris, c'est qu'il y avait beaucoup de soutiens qui se sont exprimés. Des soutiens qui sont montés au créneau et ce qui est assez rare, il faut que je vous le dise. Généralement, pendant les interventions de M. Macron, il n'y a pas énormément de gens qui montent au créneau parce que derrière, vous prenez un petit retour de bâton. Donc voilà, quel que soit le sujet, il est impressionnant de connaissance et de maîtrise. Nous ne sommes pas prêts d'en trouver un autre comme ça. Ou un autre message qui disait, voilà, ce soir Emmanuel Macron, non, c'était pas celui-là que je voulais vous montrer, ce soir Emmanuel Macron était bon sur la forme. Enfin bref, globalement, le message plutôt positif. Voilà, c'était celui-ci, merci. Non, brillant. Voilà, il était brillant. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y en avait beaucoup, des messages comme ça, beaucoup plus que d'habitude, mais ils ne suscitaient pas d'engagement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens le regardaient, il n'y avait pas beaucoup d'impressions, pas beaucoup de vues, et même pas des réactions en négatif, alors que d'habitude, quand vous faites un message de ce type-là, vous avez les feux croisés, des gens qui râlent. Donc globalement, des soutiens qui sont mobilisés, mais ça n'a pas donné un rayonnement et une protection si forte. Mais c'est la même chose pour les opposants. C'est-à-dire que d'habitude, un message un peu agressif, voire très négatif sur Emmanuel Macron est très partagé. Ce n'était pas tellement le cas ce soir-là. Donc ça donne quelque chose d'un peu étrange, en demi-teinte. Voilà, les gens se demandent pourquoi les uns les autres sont dans leur couloir. Soit je soutiens, soit je critique, mais ça ne suscite pas d'engagement plus que ça. Ce qui a finalement le plus fait réagir sont les intervenants. Avec, donc là on l'a vu, Madame Binet, qui a été pas mal commentée. Patronne de la CGT. Voilà. Vous avez une petite blagounette qui a été pas mal reprise en disant, quand Madame Binet a dit à Monsieur Macron qu'elle avait voté pour lui et que Monsieur Macron l'avait remercié. Voilà, c'est un petit pic d'interaction comique, on va dire. Mais globalement, le dessin de Monsieur Barthes représente un petit peu ce qu'on pouvait lire des uns et des autres, qui était... Alors, non, pardon, avant, je voulais vous montrer un autre message. Voilà, le duo Agnès Verdier-Molinier, ultralibéral, et Sophie Binet, qui veut tout nationaliser, résume la triangularisation française à laquelle le gouvernement doit faire face. Et donc, en fait, ce sont presque les intervenants et les différentes positions qui ont fait le plus réagir et qui ont provoqué... C'était intéressant d'ailleurs, parce que c'était vraiment un dogme contre un autre. Hein. C'était dogmatique des deux côtés. Et en fait, c'est ça qui a plus fait réagir les uns et les autres en disant, voilà, et d'ailleurs, vous voyez, il y avait 50 000 vues pour ce message-là, alors que les autres, on est à 2000, 3000, 4000. Est-ce qu'on peut dire que les femmes, elles ont été quand même particulièrement brillantes et qu'il n'y en a aucune dans les candidats possibles pour l'élection présidentielle ? En tout cas, elles étaient visibles. Il y en avait une, mais visiblement... Oui, mais là, il y en a plus. Pour l'instant, toutes les femmes disparaissent, alors que hier soir... Il y a Marine Tondelier, quand même, qui a fait un pas vers la candidature. Mais non, Marine Tondelier ne sera pas candidate. Ah bah si vous le dites. Oh bah. Elle a envie, il faut lui dire. Non, mais qu'elle en ait envie, c'est une chose. Bon, pardon. Non, mais... On en reparle. Je voulais juste souligner le caractère brillant des femmes l'autre soir, et qu'en politique, elles n'ont toujours pas leur place. Après... Sophie Binet a un rôle politique de facto, puisqu'elle est quand même à la tête de la principale centrale syndicale. Voilà, juste vous dire, parce que les dessins d'Alan Barthes sont souvent partagés, mais ceux-là n'étaient pas particulièrement partagés. Et en fait, ils résument assez bien ce qu'on pouvait lire sur les réseaux. Là. Je suis venue devant vous pour dire des trucs, sans doute, peut-être, mais Français, Françaises, je vous le dis sans détour. Peut-être aussi que ce n'est pas le cas. Voilà, j'étais venue vous dire ça. Voilà, c'est à peu près ce que les gens ont retenu. Donc, pas négatif.
mais pas non plus engageant. À son niveau d'impopularité, dire d'une prestation qu'elle n'est pas négative, c'est déjà... Non, mais c'est pour ça que je vous le dis, c'est pas négatif. Je trouve, vous savez, c'est les Français, comme ils aiment la politique, Macron fait partie des champions de la politique. Moi, je pense qu'ils regardent, ils se disent, il va y avoir du beau jeu, maman. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a toujours l'espoir qu'il y ait du beau jeu avec des animaux pareils. C'est ça. Un autre animal, c'était François Bayrou, on en a parlé, Bétarame, on n'a pas beaucoup de temps, mais alors, évidemment... je vais faire super rapide. Genre, en gros, vous avez un sujet qui était pour Bétarame. Là, vous n'avez pas le temps de voir parce que c'est trop long mon truc, mais ce sont les influenceurs, les messages qui ont été le plus repris, ceux qui sont plus exprimés sur le sujet. Et en fait, quand on regarde, et vous pouvez passer tout de suite le suivant, ce ne sont que des politiques. Et quand on regarde le livre, vous avez bien compris ce que ça représente, en gros... si je vous le résume, 75% des messages Bétarame avant l'intervention de M. Bayrou étaient associés à Bayrou. 75%. Après, 28%. Pourquoi ? Parce qu'en gros, la mécanique de dire c'est un sujet politique, tous les commentaires sur l'événement ont été presque tous autour du politique. C'est pour ça que les influenceurs, ce sont des politiques. Globalement, le sujet c'était des inquisiteurs, c'était un sujet... de posture politique, ça a fonctionné et ça a tellement bien fonctionné qu'il n'est plus tant que ça associé à Bétarame. Maintenant, le reste des messages, c'est les victimes, les actions à venir et un vrai sujet. Donc, je ne sais pas si c'est une stratégie, mais en tout cas, ça a fonctionné parce que l'association a drastiquement diminué. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous d'être venus et merci à vous de nous avoir regardés et à la semaine prochaine. Ils observent, alertent, ils témoignent, filment, photographient. Ils sont la voix des sans-voix. Ils sont vos yeux aux quatre coins du monde. Les Observateurs, un réseau de 5000 citoyens engagés aux côtés de France 24. Pour notre observateur, l'opération est bien calculée. Des images et des témoignages amateurs vérifiés par nos journalistes, diffusés chaque semaine dans Les Observateurs, sur France 24 et sur observers.france24.com.